Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour le professeur Naon pour son introduction. Merci aussi parce que, d'abord, comme il vous l'a dit, je suis cardiologue, hein, donc je ne suis pas du tout un spécialiste des Niki ni des RIC, puisque c'est les deux domaines où j'ai maintenant, on me demande de temps en temps d'intervenir, mais ça me fait un très grand plaisir. Ça fait 40 ans que je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité, donc ça date pas d'hier. Et je vois que petit à petit, toutes les disciplines médicales commencent à prendre conscience de l'importance de l'activité physique dans ce cadre et surtout de l'importance de la qualité de vie dans nos patients. Je vais vous en reparler. Alors voici mes liens d'intérêt et puis le plan. On va parler des connaissances de base. C'est essentiel pour savoir pourquoi on en est aujourd'hui à prescrire l'activité physique, comment ça marche l'activité physique, pourquoi la prescrire et comment la prescrire en particulier dans les NICI. Alors ce qu'il faut savoir, d'abord savoir, c'est que la santé, beaucoup de gens, voire des gens du milieu médical ou paramédical, le limitent à l'absence de maladie ou d'infirmité. En réalité, c'est beaucoup plus large, hein, c'est un complet bien-être physique, mental et social. Et je considère que la santé de mon patient, c'est sa qualité de vie. Donc je vais m'acharner depuis plusieurs années à essayer d'améliorer sa qualité de vie et ne pas me limiter au fait que peut-être que j'ai diminué les symptômes, peut-être que j'ai diminué son risque de mortalité ou de morbidité, mais si je vois il n'a pas une qualité de vie satisfaisante, je vais tout faire pour essayer de l'améliorer et l'activité physique a un rôle essentiel dans ce cadre. Alors notre santé dépend beaucoup de nous, ça il faut quand même se le rappeler, hein, notre santé dépend beaucoup de nous, c'est-à-dire qu'il y a 5 facteurs de risque principaux, le tabagisme, la consommation trop importante d'alcool, et puis cela on a pu agir un petit peu dessus, il y en a deux sur lesquels on a beaucoup de mal à agir, c'est la nutrition déséquilibrée, et puis la sédentarité et l'activité physique, et maintenant il y a le temps de sommeil, ou la qualité du sommeil aussi qui se rajoute à tout ça. Il faut bien savoir que ces facteurs de risque, eh bien, ils favorisent l'apparition de la plupart des maladies chroniques et surtout leur aggravation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire comprendre à nos malades, c'est qu'en fin de compte, eh bien, le fait d'avoir une vie avec des règles hygiéno-diététiques pas vraiment optimales vont aggraver leur maladie. Il faut toujours leur rappeler, je ne reparlerai pas bien sûr de la nutrition, en particulier dans les NICI, mais il est évident que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, ça baisse aussi l'espérance de vie en bonne santé. Et maintenant, on a 3 axes sur lesquels il faut que l'on en agisse. Ben, le bouger plus, le bien dormir, le manger mieux. Et c'est vrai que le bouger plus me paraît particulièrement important. Pourquoi? Parce que c'est la seule, quand on agit sur l'activité physique, on va avoir des bénéfices indépendants de ceux liés à la nutrition, de ceux liés au sommeil. C'est vraiment l'activité physique, les bénéfices de l'activité physique sont indépendants des autres facteurs de risque et sont sûrement ceux qui sont actuellement le mieux codifiés et le plus prouvés, peut-être parce qu'on a demandé beaucoup pour avoir des preuves de l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse et bien souvent beaucoup plus d'études que dans certains médicaments et qui sont sur le marché. Donc quand je bouge plus, a priori je dors mieux et je mange mieux, donc ça va être bénéfique globalement. Alors le deuxième point, c'est que vous nous avez entendu parler, je vous ai parlé de la sédentarité et l'inactivité physique, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et c'est bien là qu'est tout le problème actuellement de notre société, c'est que pendant longtemps, on avait remis tout en même temps, et on s'était rendu compte que les gens bougeaient moins, et quand on bouge moins, bah, c'est pas bon pour la santé, et on considère qu'on est inactif quand on ne respecte pas les recommandations. Très rapidement, je vous rappelle ces recommandations de l'OMS, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour, c'est-à-dire 3 fois 10 minutes, puisqu'on peut les fractionner. Ça, c'est pour toute la population. Les enfants jusqu'à 18 ans, c'est 60 minutes par jour. Et de l'autre côté, vous avez la sédentarité. Sédentarité, ça vient de sédérer en latin, être assis. C'est le temps que vous passez assis. Et on sait qu'au-delà de 6 à 7 heures de temps passé assis ou couché, bien sûr éveillé, en moyenne, eh bien, vous avez un risque que beaucoup des maladies chroniques apparaissent et surtout ce qui est très mauvais pour la santé. Je suis sûr que vous allez avoir une pause qui va en tenir compte au niveau timing. Ce sont les périodes assises ininterrompues de plus de 2 heures, ce qui fait que les recommandations nous disent que il faut diminuer son temps sédentaire journalier autant que faire se peut et surtout toutes les heures et demie ou toutes les 2 minutes se lever, bouger pendant 2-3 minutes et puis reprendre son travail. Et si vous le faites, je vous assure que vous verrez que vous êtes beaucoup plus productif devant votre écran que si vous restez 4 heures de suite devant l'écran. Ces risques de l'inactivité physique et de la sédentarité sont indépendants et ils se cumulent. Alors les activités physiques, j'ai fait exprès de mettre au pluriel les activités physiques tout simplement parce qu'il y a des tas d'activités physiques. Et
La première activité physique, c'est tout simplement de bouger. Alors on peut compliquer en disant qu'on augmente le métabolisme énergétique comparé au métabolisme de base. Moi j'aime mieux avec mes patients rester très simple. Quand vous bougez, vous faites de l'activité physique. Et puis vous avez l'activité physique adaptée. Cette activité physique adaptée, l'APA, c'est son abréviation, son acronyme, eh bien c'est ce qu'on propose à nos patients pour les personnes qui ont des limitations, quelles qu'elles soient. On va y revenir. Donc, ce qu'il faut bien tenir, c'est que le sport est une forme d'activité physique, mais toutes les activités physiques ne sont pas des sports. Et surtout, faites bien attention de ne pas dire à votre patient que vous allez leur proposer du sport. Alors, bien sûr, les personnes sportives qui vont présenter une liquide, qui vont vous demander est-ce que je vais pouvoir continuer le sport, eh bien on va voir qu'on va pouvoir lui dire oui, mais globalement, ne proposons pas du sport à des patients qui sont déjà inquiets vu les symptômes dont nous a parlé le professeur Naon précédemment. Enfin, un élément peut-être que vous ne connaissez pas bien, en tout cas beaucoup de collègues à qui j'en parle sont un petit peu surpris, c'est bien de comprendre une chose, c'est qu'en fait, le plus important, c'est la capacité physique de vos patients. Le plus important, c'est ma capacité physique. Parce que la capacité physique, que l'on peut de façon très simple représenter comme l'effort musculaire maximum que je peux maintenir 5 minutes, par exemple le nombre d'étages que je peux maintenir, que je peux monter en 5 minutes, eh bien ça, c'est mon capital santé. Et sur cette diapositive, vous voyez différentes barres. Vous avez les barres vertes, ça représente les messieurs, les barres blanches, ça représente les femmes. Et vous voyez, on a classé les gens en fonction de leur capacité physique faible, moyenne, élevée. Et on a regardé dans ces groupes combien il y avait d'essais par an sur 10 000 personnes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que quand j'ai une capacité physique faible, je vais prendre les hommes, il y a à peu près 60 décès pour 10 000 personnes. Et quand j'ai une capacité physique moyenne, j'ai un nombre de décès de 25 personnes. Et vous remarquerez quand même que là, je ne vous ai pas dit si c'était des personnes jeunes ou âgées, je ne vous ai pas dit si elles avaient eu un infarctus, si elles ont fait un MICI, un cancer, non. C'est indépendant de tout le reste. C'est le meilleur marqueur pronostic d'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, alors ça avait été représenté sur une infographie qui avait été publiée dans le Parisien à partir des étages, puisque moi je me sers beaucoup des étages pour chiffrer ça. Mon but, c'est que mes patients gagnent quelques marches grâce à l'activité physique, puisque ça veut dire que j'améliore leur santé. Même si ils présentent par ailleurs des signes permanents de leur pathologie. Alors ça, c'est donc vrai que l'on soit malade ou pas. Et il y a un point qu'on oublie souvent, c'est que nos médicaments, que je prescris très régulièrement en tant que cardiologue, je ne suis pas anti-médicaments du tout, nos médicaments n'améliorent pas directement la capacité physique de mes patients. L'activité physique l'améliore toujours. Ça veut dire que grâce à vos médicaments, vous allez diminuer la symptomatologie de votre patient et il doit en profiter pour faire de l'activité physique qui va améliorer sa capacité physique et donc son capital santé. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je prends toujours le temps de l'expliquer à mes patients pour bien comprendre pourquoi j'attache autant d'importance que cela à l'activité physique. Alors, quand vous faites de l'activité physique, on a des chiffres qui montrent les préventions. Les preuves sont vraiment énormes et vraiment quelqu'un d'honnêtement intellectuel, d'intellectuellement honnête ne peut pas nier ces faits. En prévention primaire, on sait que quand on est inactif et sédentaire, on augmente de 30% le risque de développer une maladie chronique, on aggrave les maladies chroniques en mortalité, en morbidité, on diminue l'espérance de vie, et donc quand vous faites de l'activité physique, en respectant les recommandations, vous diminuez ces risques. Maintenant, en prévention secondaire et tertiaire, quand on fait de l'activité physique adaptée, d'abord, c'est une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé depuis 2011. Elle est recommandée dans toute maladie chronique stable. Elle améliore la qualité de vie des malades. Elle baisse les complications et la mortalité de 20 à 35%. Vous remarquerez que sur ma diapositive, j'ai mis mortalité entre guillemets parce que, en cardiologie, dans l'insuffisance cardiaque chronique, c'est formellement prouvé chez les insuffisants cardiaques chroniques les plus sévères, mais pas dans tous les cas. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'être objectif dans mes propos. L'activité physique adaptée n'a pas d'effet secondaire et le rapport bénéfice-coût est positif. Alors comment est-ce possible que cette activité physique puisse à la fois prévenir un risque d'infarctus, prévenir un risque de polyarthrite rhumatoïde, prévenir un risque de maladie d'Alzheimer ou de cancer? Donc on va essayer de voir comment ça marche, et là il y a eu des tas de nouveautés qui sont apparues. Alors d'abord on va voir ce qui se passe quand vous êtes inactif et ou sédentaire. J'ai pris des études très simples, où là on a des sujets qui font 10 000 pas par jour à gauche,
le monsieur qui marche avec sa canne, et puis avec son bâton, plus exactement, pendant 14 jours, on leur demande de ne plus faire que 1500 pas par jour. Et on a réalisé des tas de paramètres biologiques dont je ne vais pas vous parler, mais juste quelque chose qui est très typique, c'est quand vous voyez ici, sur ce scanner, vous allez voir quoi? L'ombilic, vous allez voir la vertèbre, les muscles paravertébraux, et vous voyez surtout ce qu'il y a en blanc ici, qui est de la graisse viscérale intra-abdominale, quand le monsieur fait 10 000 pas par jour. Et maintenant, 14 jours après, on refait la même imagerie, mais il n'a plus fait que 1000 pas par jour, 1500. Et regardez l'accumulation de graisse qui s'est mise en place. Ça veut dire que chaque fois que vos patients vont diminuer leur niveau d'activité physique, eh bien, ils vont accumuler de la graisse, et on va revenir sur les risques de cette graisse que vous connaissez, bien évidemment, aussi bien que moi. Maintenant, quand vous restez assis, qu'est-ce qui se passe? De façon très simple, une étude canadienne qui vous est présentée ici, où vous avez des gens qui travaillent dans le même laboratoire. En rouge, ce sont les gens à qui on demande pendant une journée de rester assis toute la journée au laboratoire, sauf pour aller manger, et après, ils mènent leur vie habituelle à la sortie du laboratoire. Et puis là, vous avez deux groupes, des gens à qui on demande de se lever toutes les 30 minutes et de faire quelques mouvements. Alors, en bleu, ils marchent, en vert, ils font des assis debout, hein, qui vont du renforcement musculaire, et on va regarder leur glycémie. En gris, c'est la glycémie normale de 1 gramme par litre, et puis là, c'est les chiffres de glycémie. Qu'est-ce que je vois? Que les gens qui ne bougent pas dans le même laboratoire, après leur petit déjeuner, ont un pic d'hyperglycémie beaucoup plus élevé que les autres, et surtout, toute la journée, ils ont une glycémie bien supérieure à 1 gramme. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils ont leur vie normale, la glycémie baisse, mais la nuit d'après, où ils sont restés complètement sédentaires, regardez le niveau de glycémie comparé aux sujets qui ont bougé. Comme s'il y avait un effet mémoire, entre guillemets, de la sédentarité du matin sur la glycémie nocturne. Et j'aurais pu vous montrer la même chose pour la pression artérielle. Donc, on a des facteurs de risque cardiovasculaire, même si on n'est pas hypertendu, même si on n'est pas diabétique, qui vont abîmer nos vaisseaux de plus en plus je reste assis. Alors, cette graisse abdominale, comment est-ce qu'elle se comporte? Et bien, cette graisse abdominale, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, il faut quand même rappeler à nos patients que ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'il est normal de changer de taille de pantalon ou de jupe. C'est simplement qu'on accumule de la graisse à l'intérieur de l'abdomen, et cette graisse, elle va libérer des cytokines qu'on appelle des adipokines, qui vont favoriser l'inflammation chronique de bas grade. En plus, quand vous regardez cette graisse liée à l'obésité ou l'inflammation chronique, je vous ai vu de façon très simple l'aspect, les phénotypes des macrophages du système immunitaire. Alors, on a deux phénotypes. Le phénotype du macrophage en bonne santé, qui est le M2-ATM. Lui, il a un effet anti-inflammatoire et il est capable de phagocyter toutes les cellules, les molécules anormales. Maintenant, quand on a un surcroît d'obésité ou de surpoids et une inflammation chronique en permanence, vous n'avez plus le même phénotype, vous avez le M1-ATM qui est pro-inflammatoire et qui perd ses capacités de phagocytose. Donc au total, avec cette accumulation de graisse, avec ce mode de vie sédentaire inactif, j'augmente mon niveau d'inflammation, je diminue mes défenses immunitaires, ce qui favorise le développement de toutes les maladies chroniques et leur aggravation. Maintenant, je bouge. J'ai décidé de me lever un petit peu plus et de bouger. Alors là, je suis forcé de vous parler très rapidement d'épigénétique, c'est-à-dire d'effets de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Et l'Homo sapiens, ce fameux chasseur-cueilleur, il avait favorisé deux parties de son patrimoine génétique. Un, il stockait mieux les graisses, et deux, il avait un patrimoine génétique pour l'endurance particulièrement développé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'évolution de Homo sapiens jusqu'à nous? Eh bien, nous avons gardé à peu près le même génotype. Il y a quelques bases simplement de différence. Et nous avons toujours stimulé le capital génétique qui permet de stocker les graisses. D'où l'augmentation du surpoids et de l'obésité, puisque avec l'alimentation déséquilibrée que nous avons beaucoup, ça favorise cela. Par contre, nous avons complètement mis de côté le capital génétique lié à l'endurance. Et pourtant, regardez si vous mettez des sujets sur des vélos, en leur bloquant une pédale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pédaler qu'avec une jambe, ici la jambe gauche, et on va les faire pédaler 20 minutes. À la fin de ces 20 minutes, on prélève un petit bout de muscle des deux côtés et on fait une analyse des protéines qu'il y a dans ce bout de muscle. Voilà la jambe de repos qui n'a pas pu pédaler. Il y a quelques protéines. Les traits que vous voyez, ça veut dire qu'elles servent à peu près à la même chose. Et dans la jambe qui a pédalé, regardez toutes les protéines qu'il y a. Alors ça ne se voit pas bien sur la diapositive, mais j'espère que vous allez me faire confiance quand je vous dirai que ces cytokines, puisque ce sont des protéines libérées par le muscle, ces cytokines vont jouer contre l'inflammation, jouer contre l'apoptose, jouer contre
en stimulant le système immunitaire. Et au total, ces cytokines venant du muscle, c'est donc des myokines, vont agir dans l'ensemble de l'organisme, baisser l'inflammation, baisser le stress oxydant et booster l'immunité. Alors si on va un tout petit peu plus loin, et c'est important dans les Mickey comme dans les RIC d'ailleurs, parce qu'il y a toujours ce phénomène d'inflammation chronique que vous connaissez très bien, et je regarde ce qui se passe quand je fais de l'activité physique. Et bien vous voyez que ici, en fonction du niveau d'activité physique hebdomadaire, je vois que c'était chez les femmes chinoises, il y avait une baisse du taux d'interleukine 6, qui est une interleukine qui a un effet classiquement pro-inflammatoire. Plus je bouge, moins mon taux est élevé. Et c'est la même chose quand je regarde le niveau de capacité physique ici et le taux d'interleukine 6. Meilleure est ma capacité physique, plus bas est mon taux d'interleukine 6. Et là où encore ça se complique encore un tout petit peu plus, c'est que je vois que l'interleukine 6 peut avoir un rôle pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire en fonction de ce qui se passe. Quand j'injecte des microbes à des animaux, je vais avoir beaucoup d'interleukine 6 qui vont apparaître et il va avoir un effet pro-inflammatoire. Si maintenant j'injecte ces microbes et que je fais faire de l'exercice à l'animal, eh bien l'interleukine 6, vous voyez déjà que le TNF et l'interleukine 1 n'apparaissent pas, alors qu'ils apparaissent quand il n'y a que le microbe. Quand je fais de l'activité physique associée à l'injection du microbe, l'interleukine 6 va avoir un effet anti-inflammatoire. Donc en fait, en fonction de l'environnement, l'interleukine 6 a des effets différents pro- et ou anti-inflammatoires. Alors pourquoi est-ce qu'il faut prescrire cette activité physique dans les Mickey? Eh bien tout d'abord parce que vos patients ne bougent pas beaucoup et surtout pas assez, puisque vous avez ici le nombre de pas réalisés par jour dans une grande étude anglo-saxonne, ici à peu près 100 000 personnes. Vous voyez que les gens qui n'ont pas de maladie chronique bougent à ce niveau-là, et qu'on voit que les gens qui ont des maladies chroniques intestinales bougent moins. Ce n'est pas les pires. Ceux qui bougent les moins, ce sont ceux que les troubles mentaux, troubles psychiatriques. Et ce qui est dramatique, c'est que ces patients qui bougent moins, c'est surtout parce que les médicaments les empêchent de bouger. Et quand on les fait bouger, ces patients, eh bien, ils remontent leur niveau d'activité physique. Donc on voit quand même que les patients qui ont des Mickey sont peut-être pas les pires, mais ne bougent pas suffisamment en tout cas. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la spirale du déconditionnement. Et c'est un petit peu ce qu'a dit M. Naon tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, moins je bouge et plus je suis fatigué. Vos patients se plaignent d'être fatigués, et s'ils ne bougent pas, ils vont devenir de plus en plus fatigués. Donc, bien souvent, sans s'en rendre compte, vous comme moi, on pense que nos malades s'aggravent, que leur maladie s'aggrave. Pas du tout. C'est leur déconditionnement qui s'aggrave. Et c'est leur déconditionnement qui favorise et qui aggrave les symptômes qu'ils présentent. C'est pour ça qu'il va falloir leur proposer, en même temps que vos traitements habituels, de l'activité physique adaptée pour rompre cette spirale de déconditionnement et rentrer dans une spirale de reconditionnement. Tout ça est parfaitement prouvé dans beaucoup de maladies. Je vais parler des Mickey plus spécifiquement un petit peu plus loin. Et bien voilà, je vais justement vous en parler. Alors pour être franc, il n'y a pas énormément d'études de grande envergure. Il y a quelques revues qui commencent à apparaître sur les activités physiques et la prévention primaire des Mickey. Il y en a un peu plus dans les RIC, mais les Mickey, on voit que c'est débutant et qu'il y a encore c'est amusant parce qu'on retrouve un petit peu les craintes qu'il y avait dans d'autres, pour les maladies chroniques comme les cardiaques, comme la bronchite chronique obstructive, comme les cancers. Mais ce qui est normal, hein, il faut vérifier qu'on ne fait pas plus de mal que de bien, mais on retrouve toujours cette même évolution. Alors, tout d'abord, en prévention primaire, énorme étude, hein, 200 000 femmes, donc ce sont les femmes américaines, c'est les infirmières américaines, et on voit que selon le niveau d'activité physique que je fais, j'ai le risque de développer une maladie de Crohn augmente, puisque vous voyez ici que les femmes qui font le moins d'activité physique, c'est un niveau 1 de risque d'avoir une maladie de Crohn, et bien vous voyez, au fur et à mesure que je fais de l'activité physique de façon plus ou moins importante, ce risque diminue, et c'est significatif. Par contre, pour la rectocolite hémorragique, on ne retrouve pas cet effet bénéfique préventif en prévention primaire dans cette même population. Maintenant, quand on regarde l'activité physique et la prévention secondaire dans les Mickey. Alors tout d'abord, ce que l'on sait, donc là vous retrouvez le schéma que je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, on a l'intestin qui est là, le muscle qui va libérer les myokines, la graisse de l'autre côté qui va libérer les adipokines et qui va majorer les effets de la maladie ici. Eh bien, en fin de compte, globalement, les études montrent que l'activité physique dans les Mickey est sécure et elle est généralement bien tolérée. Il n'y a pas d'aggravation de la maladie et il faut différencier l'activité physique quotidienne, les 30 minutes dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et l'activité physique, l'activité physique adaptée. Ce qui est prouvé, c'est que la capacité physique est améliorée, surtout quand on fait de l'activité physique adaptée. Il y a une amélioration aussi des capacités et de la fonction musculaire. La qualité de vie est améliorée, que ce soit par l'activité physique quotidienne ou l'activité physique structurée. Sur la fatigue, on a aussi un effet bénéfique de l'activité physique quotidienne, mais l'activité physique structurée est elle aussi bénéfique. Sur les troubles digestifs cliniques, il y a aussi une amélioration, quel que soit le type d'activité physique qui sont, c'est-à-dire la constipation, les diarrhées par exemple, les douleurs pelviennes, c'est formellement prouvé. Et bien sûr, vous avez aussi un effet bénéfique sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui est probable, c'est qu'il y a un effet bénéfique, parce qu'il y a très peu d'études, sur le microbiote intestinal, l'ostéoporose et l'ostéopénie, avec un effet direct de l'activité physique, et sur la sarcopénie. Est-ce qu'il y a une amélioration? J'ai mis point d'interrogation. Des études disent que oui, mais il y en a très peu. Sûrement sur l'inflammation, j'ai mis plus ou moins. Activité de la maladie, c'est pareil. Toutes les études ne sont pas concordantes. Mais là, on peut se poser des questions sur le choix et l'observance des programmes dans ce que j'ai pu lire dans les études, sur le choix d'activité physique qui avait été proposé. Alors le sport, est-ce qu'il est possible de faire du sport dans les Mickey? Eh bien oui, et on voit que chez les jeunes, généralement, il va y avoir globalement moins d'activité physique réalisée et la capacité physique est plus faible que chez les sujets sains. Et avec l'exercice encadré, eh bien, on a des observations dans des études de petites cohortes, de petites populations, sur le plan physique, psychologique, mais il faut toujours y associer des efforts sur la nutrition. Quand on regarde maintenant chez les adultes, eh bien, on a maintenant, on a parlé tout à l'heure de ce navigateur de haut niveau, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, dans le football américain professionnel au plus haut niveau, il y a une cohorte d'athlètes professionnels qui ont des Mickey. Donc on peut jouer à un très haut niveau au football américain. De la même façon, dans les sports d'endurance, le message qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas interdire systématiquement, au contraire, le sport dans les Mickey. Il faut trouver le sport qui peut plaire à notre patient qui est demandeur, même à un haut niveau, mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir individualiser le type de sport et le niveau de pratique, et toujours rester sécure, donc surveiller nos patients. L'activité physique adaptée, eh bien en fin de compte, c'est une activité physique qui va être prescrite de façon écrite, elle est adaptée individuellement, elle se fait en plus des activités physiques quotidiennes, et elle associe deux choses, de l'aérobie. L'aérobie, vous connaissez peut-être plutôt le terme endurance ou cardio, c'est la même chose, et le renforcement musculaire, à raison de 2 séances par semaine au moins, qui vont être encadrées au début. J'ai eu la chance et le plaisir de participer à cette expertise INSERM 2019, où l'ensemble des personnes qui ont participé ont conclu que ne pas prescrire d'activité physique à un malade chronique, c'est une perte de chance pour lui. Donc, les choses sont très claires. Dans la plupart des maladies chroniques où on s'est intéressé à l'activité physique, la recommandation de la prescription d'activité physique, c'est du niveau 1A. 1, ça veut dire vous devez prescrire, et A, c'est le plus haut niveau de preuve. Donc je pense que dans quelques années, les recommandations pour les Mickey et les RIC proposeront exactement la même chose. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on doit changer de paradigme. Pendant longtemps, on a dit aux patients, vous êtes malade, reposez-vous. Maintenant, on leur dit, vous êtes malade, bougez. Bien évidemment, et je réinsiste, il n'est pas question d'arrêter la thérapeutique curative. Si l'activité physique vous permet de diminuer les doses ou modifier votre traitement, comme j'ai eu le cas dans certains patients qui avaient une spondylarthrite ankylosante ou des polyarthrites rhumatoïdes, vous devez le faire. Mais il n'a jamais été dit que l'activité physique remplaçait les traitements. Je crois qu'il faut insister sur ce point. Alors comment prescrire? C'est le dernier point que je vais aborder avec vous, l'activité physique dans les Mickey. Eh bien tout d'abord, il va falloir que vous preniez le temps d'avoir une consultation d'activité physique pour une prescription qui va être individualisée et adaptée. Et j'ai rajouté ici, pour être très clair, et j'espère que mon propos vous aura convaincu, il faut vraiment que vous soyez convaincu des bienfaits de l'activité physique pour votre malade, pour le convaincre lui. Parce que jusqu'à maintenant, il est un entourage dans un monde qui lui dit « surtout n'en fais pas trop », ce qui est une erreur sur le plan de l'activité physique. Donc il va falloir l'informer sur l'activité physique et l'activité physique adaptée, évaluer et développer la motivation du sujet, c'est ce qui est le plus dur, c'est ce qui est le plus long, ça s'appelle l'entretien motivationnel. Évaluer les capacités et les limites du patient. Si besoin, vous demandez des examens complémentaires ou un avis spécialisé.
et surtout toujours lui proposer quelque chose qui soit réaliste et réalisable. Aujourd'hui, il est formellement prouvé qu'il faut associer des conseils oraux et une prescription écrite. Alors après, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais dans le service dont j'ai eu la responsabilité, dans nos ordonnances, nous prescrivions sur notre ordonnance d'abord l'activité physique en 1, puis les médicaments en 2, pour bien insister, parce que nous ne sommes pas dans une population qui est en France, dans une population qui est culturellement très orientée vers l'activité physique, et donc ça nous a semblé plus intéressant, et il s'avère que le pharmacien comme ça réinsiste dessus, et l'entourage aussi. Alors la question qui m'est souvent posée, c'est oui, mais l'épreuve d'effort. Alors il faut bien connaître les intérêts et les limites de l'épreuve d'effort. D'abord, si on prend l'épreuve d'effort pour détecter la maladie coronaire, il faut savoir que les accidents coronaires, on appelait cela l'infarctus, maintenant c'est le syndrome coronaire aigu, c'est des toutes petites plaques que vous voyez ici, qui vont se rompre et vont obturer la lumière du vaisseau. C'est ce que vous voyez ici, quand vous regardez les plaques d'athérome qui sont responsables de syndrome coronaire aigu, dans 68%, ce sont des plaques qui ne diminuent pas la lumière vasculaire de plus de 50%. Or, ces plaques sont très difficiles à détecter et l'épreuve d'effort ne peut pas les détecter. Donc, l'épreuve d'effort, ce n'est pas une assurance tout risque. Heureusement, on a d'autres moyens de détection, mais là encore, on n'est pas toujours à l'aise et c'est vrai qu'il faut reconnaître, moi ça ne me gêne absolument pas de reconnaître ma méconnaissance, détecter à l'avance le patient qui va faire le syndrome coronaire aigu quand il va aller faire ses courses ou bien quand il va faire une activité un petit peu inhabituelle pour lui, c'est très difficile, c'est voire même impossible. Donc ne laissons pas croire que l'épreuve d'effort, c'est quelque chose de formidable. Je dis d'autant plus que c'est pratiquement, dans toute ma carrière, je n'ai fait qu'explorer les gens à l'effort. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que l'épreuve d'effort vous permet d'évaluer la capacité physique de votre patient et donc peut-être de vous rendre compte qu'il est plus sévère que vous ne le pensiez. Alors, quand est-ce que vous devez demander une épreuve d'effort? C'est jamais systématique, toujours ciblé. Toujours demander s'il y a des symptômes à l'effort, s'il y a une anomalie clinique quand vous examinez votre patient. Et vous pouvez vous poser la question si le patient veut faire une activité physique intense. Et c'est là où il va falloir que vous chiffriez le risque cardiovasculaire individuel. Et ça se complique parce que ce risque cardiovasculaire individuel, eh bien, chez vos patients maladies chroniques, Mickey et Rick, en particulier, eh bien, vous allez avoir d'abord ce syndrome inflammatoire chronique qui favorise la plaque d'athérome. Donc, en elle-même, vos maladies augmentent le risque cardiovasculaire, indépendamment des risques classiques. Et vous avez des thérapeutiques aussi qui peuvent avoir des effets délétères. Par exemple, je vous ai mis ici en vert ceux qui diminuent les événements cardiovasculaires. Alors, quand le trait n'est pas très épais, ça veut dire que les preuves sont modérées. Quand le trait est plus épais, ça veut dire que les preuves sont plus importantes. Et puis là, vous avez les glucocorticostéroïdes et peut-être les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en tout cas pour certains, qui pourraient augmenter le risque d'accident cardiovasculaire. Au niveau de l'anti-JAK, actuellement, les débats sont encore... il y a encore un débat sur le risque réel au niveau cardiovasculaire. Alors, quand vous allez évaluer votre risque cardiovasculaire dans les Mickey, je ne vais pas vous détailler tout ça que vous connaissez bien, c'est le facteur de risque classique et moins classique. Je vous rappelle quand même que dans le premier degré, pour les antécédents cardiovasculaires, c'est moins de 50 ans. On ne tient compte que de ceux qui sont survenus avant 50 ans dans la famille, que l'inactivité physique et la sédentarité font partie des facteurs de risque et que de plus en plus, on va faire entrer les maladies auto-immunes inflammatoires dans un risque particulier. Au même titre que le diabète, le fait d'être diabétique, vous avez un risque cardiovasculaire au moins modéré, eh bien on peut dire que quand on a une maladie auto-immune inflammatoire, on a un risque cardiovasculaire au moins modéré, qui peut être plus ou moins élevé. En effet, vous voyez ici que les Mickey sont associés à une augmentation de pathologies cardiovasculaires, en particulier la maladie coronaire et l'accident vasculaire cérébral. Je vous ai mis ici, sans vous le redétailler, le score index. Alors, quand est-ce que vous allez prescrire une épreuve d'effort avant la PA dans les Mickey? Eh bien, vous la faites toujours si jamais il y a des symptômes cardiovasculaires. Et puis après, vous allez tenir compte de l'intensité de l'effort que la personne va faire. C'est très simple, regardez l'intensité de l'effort. Un effort est dit léger quand je peux parler et chanter en le faisant. Modéré quand je peux parler et je ne peux pas chanter. Élevé quand je ne peux ni parler ni chanter. Si vous voulez faire plus savant, vous prenez une échelle qui va de 0 à 10.
Léger, c'est de 2 à 4, 5 à 7, c'est modéré, 8 à 10, c'est élevé. Donc, en fin de compte, c'est quand le patient va vouloir faire un exercice où il ne peut ni parler ni chanter et qui va le chiffrer de 8 à 10, donc élevé, que vous vous posez la question de faire une épreuve d'effort. Et ça, c'est plus de l'activité physique adaptée. On rentre plutôt dans le sport. Donc, en fin de compte, dans l'activité physique adaptée, vous n'avez pratiquement jamais besoin de demander une épreuve d'effort, sauf si quelque chose cliniquement ou à l'interrogatoire ou l'examen physique vous oriente vers un risque cardiovasculaire propre. C'est ce que vous est marqué ici. Pour l'activité physique d'intensité élevée, épreuve d'effort recommandée si le risque cardiovasculaire est élevé ou très élevé. Après cela, vous avez donc fait votre bilan, l'examen clinique, l'interrogatoire, l'examen physique. Vous avez les chiffré toutes les données. Qu'est-ce qu'il fait comme activité physique? Est-ce qu'il est sédentaire? Comment est sa santé? Comment est l'appareil locomoteur? Est-ce qu'il y a des troubles sensoriels? Attention aux douleurs, recherchez bien toutes les douleurs éventuelles. Le risque cardiovasculaire. Vous avez une Niki qui est stable. Elle n'est pas stable, pas d'activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, ce n'est que dans les maladies chroniques stables. Vous traitez la phase aiguë. Par contre, vous dites au patient de continuer à marcher chaque jour et diminuer la sédentarité. Maintenant, la maladie chronique est stable, oui, et c'est quelqu'un qui bouge déjà beaucoup. Vous lui dites de continuer, vous l'encouragez, éventuellement vous modifiez ce qu'il fait. Et dans tous les autres cas, j'ai mis exprès en majuscule les autres cas parce que c'est quand même le plus souvent, l'activité physique fait partie du traitement et vous l'expliquez à votre patient comme on l'a dit. Sur votre ordonnance, vous avez 5 choses à préciser. D'abord, selon vous, combien de fois par semaine il doit en faire? Ce n'est pas la peine de mettre la barre trop haut et de mettre 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Il vaut mieux commencer par 1 à 2 fois par semaine. L'intensité, comme on l'a vu, légère, modérée, intense. Quelle durée d'activité physique? Il vaut mieux commencer par 20 minutes pour les premières séances et on va monter progressivement à 40. Et quel type? Et on demande toujours de l'endurance et du renforcement musculaire. C'est ce qui marche le mieux, si besoin de la souplesse. Attention à ne jamais oublier les restrictions fonctionnelles éventuelles qu'il va falloir respecter. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'adresser à un encadrant professionnel du sport santé dont a parlé tout à l'heure le professeur Naon quand il nous a parlé de la personne qui s'occupait des patients dans l'étude qu'il a mis en place. Si le patient a des limitations sévères, c'est le kinésithérapeute ou l'ergothérapeute qui va le prendre en charge, éventuellement pendant un temps donné, pour le permettre que les limitations sévères deviennent limitations modérées. Et à ce moment-là, il est pris par un enseignant en activité physique adaptée. Ce sont des gens qui ont fait des études de STAPS et qui ont fait au moins 3 ans sur l'activité physique adaptée et le plus souvent 5 ans, c'est-à-dire des Master 2. Si c'est une limitation minime, c'est l'éducateur sportif formé à l'activité physique adaptée qui va le prendre en charge. Et s'il n'a aucune limitation, eh bien, ça peut être les éducateurs sportifs. Enfin, il nous reste à voir, oui, mais où? Comment je peux en savoir plus? Eh bien, vous allez sur votre ARS, votre agence régionale de santé, sur le site, et normalement, vous avez un onglet sport santé ou la santé, peu importe. Et vous avez maintenant les maisons sport santé, dont vous a aussi parlé le professeur Naon, il y en a à peu près 500 en France, un peu plus. Et ces maisons sport santé, c'est une sorte de guichet unique. Vous adressez là-bas le patient. Les enseignants d'activité physique de la maison sport santé vont faire l'évaluation de votre patient. Ils vont évaluer la capacité physique, la force musculaire et vont proposer un programme au patient qui va être mis en place dans une structure proche de chez lui où il va être pris en charge par des gens qui connaissent parfaitement cette activité physique. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour aider les prescripteurs à faire de l'activité physique. Et je crois sincèrement, je le répète, que le patient à qui on n'a pas prescrit d'activité physique n'a pas son traitement optimal. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.